Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État a eu une rencontre avec le ministre flamand de la mobilité des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme. Le ministre est arrivé à Abidjan avec une importante délégation d'hommes d'affaires. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui se poursuit à La Haye, réouvert mardi. Un nouveau témoin est à la barre depuis mercredi. C'est le 4e témoin depuis le début du procès. Il a décidé de témoigner à visage découvert. Dans le domaine de la santé, que fait le programme national de lutte contre le cancer pour éradiquer la maladie en Côte d'Ivoire? Selon le programme, plus de 12 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 2012. Comment se fait la prise en charge? Élément de réponse dans ce journal. Le calme revient progressivement au Gabon après les violences suscitées par la réélection d'Ali Bongo. Les partisans du candidat Jean Ping contestent toujours la victoire du président sortant. Des tirs ont été entendus dans la nuit d'hier à Libreville. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a eu une rencontre avec le ministre flamand de la mobilité des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme. Il est arrivé à Abidjan avec une délégation d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires spécialisés, notamment dans les secteurs du transport et de l'électricité. L'intention est affichée, nouer des contacts entre hommes d'affaires ivoiriens et flamands. C'est un reportage de Viviane Aimé. À la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs chefs d'entreprise, le ministre flamand de la mobilité des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme, son Excellence Ben Yetz, était reçu ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les potentialités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, car la délégation d'hommes d'affaires flamands veut créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un voyage au niveau politique, diplomatique, mais aussi pour avoir des actes concrets et des contrats entre les partenaires ivoiriens et les entrepreneurs flamands. Nous sommes spécialisés sur le terrain logistique, de transport, technologie et électricité. La Côte d'Ivoire attire de plus en plus les investisseurs en raison de ses réformes économiques, son bon climat d'affaires et surtout sa paix sociale. Et ce bon climat d'affaires a attiré des hommes d'affaires belges en mission de prospection économique, comme vous l'avez vu. Ces hommes d'affaires affichent leur volonté d'investir dans notre pays. Les 45 investisseurs flamands ont noué de nombreux contacts avec des partenaires ivoiriens dans différents secteurs d'activité, notamment l'énergie et les travaux publics. Ces hommes d'affaires belges se sont rendus au port autonome d'Abidjan pour décrocher des marchés porteurs. Lansine Bakayoko, Adama Kone. À la recherche d'opportunités d'investissement, ces hommes d'affaires belges ont été bien servis par le port autonome d'Abidjan qui souhaite bénéficier de la technologie de ses homologues afin de se rapprocher davantage des standards internationaux en matière d'équipement maritime. Le président de la communauté portuaire a déballé une bonne liste de projets importants. Il s'agit de créer les conditions de la performance de la plateforme logistique. Ça passe par des parkings, ça passe par des voies d'accès démultipliées, ça passe par une meilleure gestion intégrée entre un parking hors du port et un parking d'appel dans le port. Et en cela, les Belges ont une expertise certaine. Tous ces projets suscitent un intérêt pour les 45 opérateurs économiques européens. La Belgique, riche en infrastructures maritimes, avec ses 4 ports dont Anvers, deuxième grand port européen, entend prendre toute sa part dans la conquête du marché ivoirien, en expansion. Les sociétés privées vont être intéressées, mais donc vraiment on est ouvert à toute proposition, à regarder comment on peut contribuer et coopérer, et au niveau des investissements et au niveau donc commercial. Des essais qu'il va falloir transformer en actions gagnantes. Mon objectif, c'est de faire en sorte que maintenant les projets, après avoir écouté et vu toutes les potentialités et toutes les opportunités d'affaires, qu'on me présente maintenant des propositions concrètes. L'heure n'est plus à la parole, mais l'heure est aux actes. Des actes qui devraient booster fortement les échanges commerciaux entre Yamoussoukro et Bruxelles en progression continue, avec un volume de 941 000 tonnes en 2015. Quant au port autonome d'Abidjan, le niveau global de son trafic culmine aujourd'hui
à 22 millions de tonnes par an. Le Nigeria renforce son intégration en Côte d'Ivoire avec sa première édition de sa foire commerciale. Plus de 2 millions de Nigérians vivent en Côte d'Ivoire. Cette foire est donc une occasion pour renforcer davantage les liens de coopération qui existent entre les deux pays. Perpétuellement, Justine Seikike. La première édition de la foire commerciale du Nigeria en Côte d'Ivoire obéit à un objectif: renforcer les liens fraternels qui existent entre les deux peuples. La coopération sud-sud doit être encouragée selon l'ambassadeur du Nigeria et cette foire commerciale va consolider les échanges et les liens entre les deux pays. Cette fois, on essaie de sensibiliser, d'ouvrir les yeux des gens qui sont ici. Toutes ces choses existent dans la sous-région, dans notre pays, le Nigeria. Même pour le tourisme, si on achète de chez nous, ça nous donne des recettes pour faire la recherche, le développement et pour améliorer les produits. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'échange commercial est un puissant outil d'intégration, en témoigne cette foire qui suscite le rapprochement et la solidarité ivoiro-nigériane. La relation entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est quelque chose d'important pour nous. C'est deux pays qui constituent le moteur de la CEDEAO et la foire qui a lieu en ce moment est une contribution en quelque sorte à la promotion du commerce tel que souhaité dans le traité de la CEDEAO. Plus de 40 stands où sont exposés des produits made in Nigeria. De nombreux visiteurs sont attendus à cette foire qui se déroule du 2 au 6 septembre à la Kestab au Plateau. Je l'annonçais à l'instant, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui se poursuit à La Haye est rouvert mardi. Un nouveau témoin est à la barre depuis mercredi. C'est le 4e témoin depuis le début de ce procès. Il a décidé de témoigner à visage découvert. Officier de la gendarmerie nationale sous l'ex-président ivoirien, il est à son 3e jour d'audition, nous explique Michel Digré. Avec les messages émanant du commandant supérieur, c'est le 5e témoignage à visage découvert sur les 14 enregistrés depuis le début du procès. Barthélemy Ouattara Obieneri, officier de la gendarmerie nationale ivoirienne, a dit sa part de vérité sur la crise post-électorale. Au moment des faits, il est commandant de l'escadron 3-1, c'est lui qui mène les opérations au camp commando d'Abobo. Dès l'entame de l'interrogatoire, le substitut de la procureure, Éric McDonald, l'a longuement questionné sur les missions des différentes forces de sécurité et de leurs chefs lors de la crise post-électorale. Le 2e jour de son audition, le témoin a donné sa version des faits sur la journée du 16 décembre, jour de la marche sur la radiodiffusion-télévision ivoirienne, un événement qui figure parmi les 4 retenus dans les charges qui pèsent sur les accusés. La journée de ce vendredi a été consacrée à la marche des femmes à Abobo. Après l'interrogatoire mené par le substitut de la procureure, Barthélemy Ouattara aura à répondre la semaine prochaine aux questions des avocats de la défense. Gestion foncière et développement durable. Quelle solution pour les pays en quête d'émergence? La Côte d'Ivoire veut réussir le pari, celui d'une meilleure gestion du foncier rural et urbain afin de garantir le développement durable. Pour éviter les conflits liés au foncier, le pays a pris certaines mesures et toutes ces questions seront débattues au Salon international de la géomatique. Victoria Angoua, Grace Kando. La gestion du foncier en Côte d'Ivoire implique plusieurs acteurs qui, pour la plupart, ignorent les limites de leurs responsabilités. Dysfonctionnement, origine de conflits, tant dans le monde rural qu'urbain. Au-delà de la loi, à savoir celle du 23 décembre 1998 sur le foncier, les terres, les eaux, le sous-sol et le patrimoine forestier doivent être surveillés pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. L'administration des terres et le développement durable, quelle solution pour les pays en quête d'émergence? Thème de la géomatique 2016,
prévu du 16 au 18 novembre prochain. Un terrain peut être acheté 2 ou 3 fois à Abidjan et vous connaissez les problèmes, les litiges qui en découlent. C'est de trouver des solutions pratiques aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui et doter en fait nos professionnels qui sont sur place, les tests qui sont là, de sorte qu'ils puissent les appliquer en bonne et due forme pour éviter les conflits. L'apport des géomètres experts, c'est de faire appliquer les nouvelles technologies qui permettront de délimiter et de matérialiser les limites des terres. Quand la terre est délimitée et que les limites sont matérialisées, les conflits sont de moindre importance. Cet événement, couplé de la 3e édition du Salon international de la géomatique et des 5e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones, vient pour assurer l'équilibre et la cohésion sociale donc, du développement durable. Un apport considérable à l'idée du chef de l'État qui déjà entend mettre en place l'agence foncière. 300 experts nationaux, 50 pays viendront partager les expériences réussies au Ghana, au Rwanda, etc. La première conférence régionale en propriété intellectuelle pour le développement agricole en Afrique de l'Ouest s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Les participants planchent sur le développement agricole et rural. Le but de la conférence est de promouvoir le dialogue sur l'utilisation de la propriété intellectuelle dans l'agriculture. On en sait plus avec Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. La propriété intellectuelle, une dimension essentielle des révolutions industrielles que les Africains ont ratées. Constat du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'occasion de l'ouverture de la première conférence régionale sur la propriété intellectuelle en matière agricole. Pour l'agriculture qui intègre ce domaine scientifique, l'erreur n'est pas permise. C'est un aspect clé pour protéger l'innovation, pour garantir la qualité des produits et qui permet que pour certains produits qui sont protégés, d'augmenter la valeur ajoutée et de bénéficier à un développement économique et social dans les zones rurales. Dans cette dynamique, l'enseignement supérieur a un rôle de premier plan à jouer, notamment en produisant par le canal d'une recherche pertinente dont la valorisation peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard évoquer succinctement le cadre du pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, qui est une structure transversale de recherche qui fait le lien entre la recherche universitaire et l'industrie. À ce jour, ce pôle a produit des résultats fort encourageants, dont des biopesticides élaborés à partir de l'extrait de plantes. Donc c'est l'agriculture durable. Toutes ces initiatives seront adossées au projet d'amélioration des capacités de propriété intellectuelle pour le développement de la culture, baptisé IP4 Growth, projet piloté par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant veut relever le taux de représentativité des femmes aux postes nominatifs et électifs. Pour atteindre son objectif, le ministère, en partenariat avec la chaire UNESCO, a initié une formation au profit de 200 femmes du compendium des compétences féminines. Elles ont été formées sur les futures échéances électorales. Salimatou Dia, Sidonie Davila. La cinquantaine révolue, Alice Doun Diarasuba, femme d'affaires, est membre du compendium des compétences féminines. Comme 199 autres femmes leaders, elle bénéficie d'une formation initiée par le ministère de la Promotion de la Femme à l'endroit des candidates aux futures échéances électorales. On ne finit jamais d'apprendre comment se tenir, comment pouvoir parler, comment affronter ces difficultés qui sont en face de nous. Nous sommes sûrs que les femmes ont toutes les chances de briguer des postes. Miser sur la formation, promouvoir un leadership féminin, voilà entre autres la stratégie du ministère de tutelle. Elle vise à changer la donne, à relever le taux de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Seulement 9,5% de celles-ci sont présentes à l'hémicycle et pas plus de 5% dans les conseils municipaux et régionaux. Pour Euphrasie Yaokwasi, le moment est favorable pour les femmes. Il faut que nous préparions les femmes à pouvoir répondre à cette attente et à pouvoir avoir des résultats. Nous avons déjà commencé les formations. Plus de 200 femmes ont été formées. Et à mi-parcours, nous voulons les écouter pour voir ce qu'elles ont reçu, comment on peut améliorer pour que d'ici 2020, nous aussi, nous fassions partie de l'émergence.
Nous attendons que toutes les femmes leaders de Côte d'Ivoire, toutes les femmes futures candidates ou candidates potentielles, qu'elles adhèrent au programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tout se passe. À présent, dans les starting blocks, ces 200 femmes se disent prêtes à entrer dans les rangs des compétiteurs pour les futures échéances électorales. On note des changements au niveau du commandement des forces terrestres. Une vague de mutations est en cours en ce moment même au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. 2 cérémonies de passation de commandement ont eu lieu au nouveau camp d'Akweto. La première au bataillon d'infanterie a vu le transfert du commandement entre le lieutenant-colonel Ouattara Zoumana et le lieutenant-colonel Doumbia Brahima, et la seconde au premier bataillon blindé où le chef d'escadron Pacôme Alban vient en remplacement du lieutenant-colonel Yaké Charles. Dans le domaine de la santé à présent, que fait le programme national de lutte contre le cancer pour éradiquer cette maladie en Côte d'Ivoire? Selon le programme, plus de 12 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 2012. Alors comment se fait la prise en charge? Quelles sont les difficultés rencontrées par les malades et leurs familles? Comment vaincre le cancer ou l'éviter? Élément de réponse dans ce reportage d'Ami Sissoko. Ces femmes partagent le même mal, le cancer. L'une souffre du cancer du sein et l'autre du cancer du col de l'utérus. Il y a un petit bout sur les aisselles ici, là. Quand j'ai pensé que c'est un petit truc, ça va passer. J'ai eu peur, je n'ai pas pu opérer. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, il va aller faire indigène. Maintenant, ça est devenu grave. J'étais enceinte de 4 mois. J'ai fait fausse couche. Mon ventre me faisait mal beaucoup. On a fait le cours, c'est le cours qui a dit maintenant que le placenta est resté dans le ventre. On nous a envoyé au CHU de Cocody. Ils ont découvert que le placenta qui est resté, ça a trop duré, donc ça a provoqué plaie dans l'utérus. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les 2 cancers les plus fréquents chez les femmes en Côte d'Ivoire. En 2012, le programme national de lutte contre le cancer a enregistré 2248 nouveaux cas de cancer du sein, dont la moitié est décédée, et 1346 cas de cancer du col de l'utérus, avec 866 décès. Une fois le diagnostic posé, le médecin traitant met en place le protocole de prise en charge. Prenons l'exemple du cancer du sein, qui est le premier cancer. Voilà, le protocole standard qui est utilisé, c'est le protocole FEC100, qui en moyenne tourne autour de 250 à 300 000 francs la séance, sachant que généralement nous partons jusqu'à 6 séances, voire 8 séances avant de penser à un geste chirurgical. Les nouvelles thérapeutiques qu'on appelle les thérapies ciblées sont des médicaments qui vont dans l'ordre du million à voire 4-5 millions. Il y a beaucoup de patients qui malheureusement ne peuvent pas faire face au traitement. Des traitements qui nécessitent de gros moyens. Ma petite soeur a sollicité un prêt d'1 million. Nous avons déjà épuisé ce prêt. Moi-même, mes 2 salaires du mois de fin juillet, tout a été épuisé. Je suis obligé d'aller solliciter encore un autre prêt de 2 millions. À chaque fois, tu dois appeler les médicaments coûtent très cher. Si tu n'as pas de bon même, vraiment, ce n'est pas la peine. Si tu n'as pas une assurance et que vraiment tu n'as pas un salaire vraiment consistant, tu ne peux pas. Aujourd'hui, l'appui du programme national de lutte contre le cancer permet d'amoindrir le coût de certains traitements. Mais cela reste encore insuffisant. Il faut noter que seul le cancer du sein bénéficie d'une prise en charge. Il fallait commencer quelque part et nous avons pu, depuis 2 ans, mettre en place un plateau qui permet de prendre en charge au niveau diagnostic les cancers du sein avec le même niveau de résultats qu'on peut retrouver en Europe. Au niveau du coût, cette technique qui est l'immunohistochimie qui affine le diagnostic est gratuite. Donc c'est déjà un effort important qui est fait lorsqu'on sait qu'il y a 3 ans, ce type d'examen qui se faisait à l'extérieur coûtait autour de 200 à 300 000 francs. En 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 nouveaux cas de tout type de cancer. Pourtant, des moyens existent pour prévenir cette maladie et en guérir quand elle est dépistée tôt. J'ai été guéri du cancer, l'un des cancers les plus dangereux, qui n'est autre que le cancer de l'estomac. Je me suis pris très vite en charge et très vite je suis parti en Suède pour me faire soigner. Que nous prenions l'habitude de consulter
le médecin, lorsque nous sommes à un âge dit à risque. Pour la prostate, à partir de 45 ans, il faut consulter. Pour les femmes aussi, il faut prendre l'habitude de faire un frottis régulièrement à partir de 35 ans. Ou à partir de 40 ans, se masser le sein chaque matin, rechercher une boule. C'est des petits gestes qui peuvent vous sauver. Coût du traitement élevé, longtemps pour la guérison, les efforts de lutte contre les cancers devraient se concentrer, selon les cancérologues, sur le dépistage et la prévention. Et c'était un reportage d'Ami Sissoko. Les pays de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur l'état de droit. Leur objectif, promouvoir la réforme de la justice dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux ont démarré lundi à Abidjan. On en sait plus avec Sidonie Davila. Tout pouvoir judiciaire, pour être efficace, doit être indépendant. Ce principe de droit doit devenir une réalité en Afrique de l'Ouest. Ensemble, les pays ont décidé de travailler à améliorer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Représentants d'instances judiciaires, experts, membres de la société civile examinent à Abidjan les défis qui se posent au système judiciaire en vue de consolider la pratique du droit dans la sous-région. L'Afrique que nous voulons est une Afrique où la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et la primauté du droit seront pleinement ancré. Selon le ministre de la Justice, l'indépendance du pouvoir judiciaire est un impératif pour le renforcement des acquis démocratiques, la promotion de la bonne gouvernance et aucun pays ne peut s'y soustraire en ce 21e siècle. On a une justice qui est crédible et d'ailleurs avec les procès qui se passent, vous vous rendez compte, il suffit tout simplement aujourd'hui de renforcer les moyens humains et matériels pour que la justice soit plus proche des concitoyens et encore plus efficace. Cette réunion régionale sur la consolidation de l'état de droit et la promotion de la réforme de la justice dans la sous-région ouest-africaine est une initiative de l'Union africaine. Cette rencontre de 3 jours devrait permettre aux pays de l'Afrique de l'Ouest de franchir des paliers supplémentaires dans la promotion de l'état de droit et les réformes judiciaires en Afrique. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, poursuit sa tournée pour parler du parti unifié et du référendum en vue de la nouvelle constitution. L'un des cadres du RHDP, Bruno Koné Nabagné, vient de séjourner à Adzopé. Il a échangé avec les populations sur la nouvelle constitution. On retrouve Sidonie Davila. Opération sensibilisation pour Bruno Nabagné Koné à Adzopé. À la rencontre des populations de la région de la Mai ce jeudi, le cadre du RHDP est venu expliquer l'importance et la nécessité d'une nouvelle constitution. Une constitution qui, selon le ministre de l'économie numérique et de la Poste, devrait apporter une paix durable. Ce référendum, c'était l'une des mesures importantes prises par l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens aussi. Il y avait unanimité sur le fait que notre constitution était confligène et qu'il fallait la réviser. Cette vision, c'est d'avoir une constitution qui tienne dans la durée. Une constitution qu'on ne soit pas obligé de changer dans 5 ans, dans 10 ans encore. C'est une constitution qui soit la plus consensuelle possible. Et une constitution dans laquelle chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire ivoirien, se retrouve. Dans sa mission, Bruno Nabagné Koné appelle les uns et les autres à s'engager pour une constitution consensuelle en vue d'une paix durable. Un engagement et une mission de paix confiés aux acteurs sur le terrain. Des responsables de coordination sous-préfectorale et communale du RHDP ont été investis par le ministre Bruno Nabagné Koné pour assurer le rayonnement du parti. On reste à l'intérieur du pays. Le département d'Agny-Bilekro a célébré la lauréate nationale 2015 de production du cacao. La lauréate Manzan Améa Christine a produit cette année-là plus de 47 tonnes de cacao. Elle a été célébrée en présence du ministre de la fonction publique et des premiers responsables des conseils Café Cacao. Hugues Vibli. L'hommage des populations de Manzanois à la lauréate nationale 2015 de production café-cacao aura été riche en émotions. Un camion de 3 tonnes de nombreux cadeaux pour saluer l'abnégation au travail et les performances de celle qui aura rehaussé l'image des femmes du milieu rural, celles notamment qui s'adonnent à la culture du binôme café-cacao.
Une description qui résume toute l'admiration du directeur général du Conseil Café Cacao, Massandje Touré Litse. À cet hommage à la lauréate du prix spécial Abdoulaye Fatiga s'est joint le ministre Pascal Kwaku Abinan. Son prix d'excellence à la productrice de 47 tonnes 500 kg de cacao l'a reçu l'année dernière des mains du président Alassane Ouattara. Le président de la République a souligné le ministre qui a tenu sa promesse de permettre aux agriculteurs de profiter des fruits de leurs efforts. Le président de la République a dit Pascal Kwaku Abinan doit être soutenu dans ses actions de développement. Pour réaliser cette merveilleuse ambition, le président de la République veut doter notre pays d'une nouvelle constitution en vue de pérenniser la paix, la stabilité et le développement durable de notre pays. Je voudrais vous inviter à soutenir ce projet et le moment venu à voter massivement cette constitution lors du référendum à venir. Son message aux populations du département d'Agnibi-Décro, l'ex-président de la région Indéné Douablin l'a achevé avec la promesse de doter Manzanois d'un collège en 2017. Les musulmans ivoiriens poursuivent leur pèlerinage en Arabie Saoudite. Ce matin, ils se sont rendus sur plusieurs sites historiques. Les pèlerins ont franchi le lieu où a été révélé le Coran au prophète de l'islam. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. C'est dans la grotte de cette montagne, le mont Hira, situé dans les environs de la Mecque, qu'au cours d'une série très spirituelle, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu la révélation du premier verset du Saint-Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Nous étions déjà en 611. L'ange informa par la suite le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il sera le dernier des envoyés de Dieu et surtout le sceau des prophètes. C'était la Mecque, puisque les Mecquois étaient en train d'adorer les idoles. À la Mecque, il y avait près de 360 idoles autour de la Kaaba. Le prophète, ne voulant pas voir ce qui se passe par les Mecquois, par les idolâtries, il venait se réfugier ici. Jusqu'à ce qu'un jour, l'ange Gabriel venait lui trouver ici et lui demander de lire. La première révélation en islam, c'est Iqra. Iqra veut dire lis. Ça a été fait en haut de cette grotte. Une prophétie qui va durer 23 ans. 23 ans de combat pour convaincre à l'adoration d'un Dieu unique. Pour cette cause, ses compagnons élus furent chassés de la Mecque. Et dans leur fuite, ils se réfugièrent dans cette autre montagne, le mont Saour, toujours dans la ville de la Mecque. Aujourd'hui, les fidèles musulmans ivoiriens en pèlerinage à la Mecque visitent ces lieux. Des visites pleines d'essence pour ces milliers de fidèles musulmans en terre sainte. Quand je vois cette montagne, ça me fortifie dans la religion musulmane. Parce que quand je vois le parcours que notre prophète a parcouru pour pouvoir protéger l'islam, on comprend que vraiment nous, on n'a rien fait. On a eu l'islam gratuitement et on comprend vraiment que c'est une religion noble et que nous devons tout faire pour vraiment la sauver et la protéger. C'est vraiment émouvant voir de visu une telle image, une telle réalité de notre religion. Là où le prophète a reçu pour la première fois la révélation, nous avons vu cela. Cela ne fait que nous conforter dans notre foi. Après ces deux lieux, cap sur le mont Arafat, lieu du pèlerinage, car dans quelques jours, des millions de fidèles musulmans du monde entier vont se retrouver à cet endroit pour implorer la clémence d'Allah. Des prières qui consacrent l'exécution du Hajj. Arafat, c'est-à-dire en français, le raconte. C'est-à-dire Adam et Hawa se sont rencontrés sur ces montagnes-là. La station d'Arafat est couverte d'histoire à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce lieu, il a dit beaucoup de choses. Lors même de son dernier sermon, je crois qu'il a eu à tenir beaucoup de messages. Après la station d'Arafat, les pèlerins ivoiriens ont mis le cap sur Mina et Mousdalifa. Des sites qui vont accueillir également tous les pèlerins du monde entier pendant 3 jours. 3 jours de prière et de lapidation. Des rituels à accomplir pour valider le Hajj. La dernière journée de la qualification pour la CAN 2017 au Gabon se joue demain samedi au stade de la Paix de Bouaké. Les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent l'équipe de la Sierra Leone. Avant le match de demain, les éléphants ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia.
Le calme revient progressivement au Gabon après les violences suscitées par la réélection d'Ali Bongo. Les partisans du candidat Jean Ping contestent toujours la victoire du président sortant. Des tirs ont été entendus dans la nuit d'hier à Libreville. Le quartier général de Jean Ping, qui a été pris d'assaut dans la nuit de mercredi à jeudi, est encerclé par les forces de sécurité. 27 personnes sont à l'intérieur du bâtiment. Il s'agirait des collaborateurs de Jean Ping, mais également des personnalités politiques. Le bilan des violences post-électorales est monté à 5 morts. Le ministère de l'Intérieur annonce plus de 1000 arrestations. Le président ouzbek Islam Karimov s'est éteint. Il est décédé hier à l'âge de 78 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Il sera inhumé demain dans sa ville natale. Il a dirigé le pays pendant 27 ans. Dirigeant de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan depuis 1989, réélu à 3 reprises depuis l'indépendance, 2 ans plus tard, Islam Karimov n'a pas de successeur désigné, ce qui laisse augurer de lendemains difficiles dans un pays sans tradition d'alternance démocratique. L'Ouzbékistan est un pays d'Asie centrale de plus de 31 millions d'habitants qui a acquis son indépendance en 1991. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.